Dans la nuit du 8 août 1912, le palais national explose. Parmi les victimes, le président Cincinnatus Lecomte et son petit-fils de 4 ans, emportés dans une tragédie qui plonge le pays dans le deuil. S'agit-il d'un accident ou d'un crime soigneusement orchestré? Cette question, posée depuis plus d'un siècle, reste sans réponse définitive. Pour comprendre ce drame, il faut remonter le fil de l'histoire et suivre le parcours du président Lecomte. Un homme ambitieux, ingénieur renommé, héritier d'une lignée révolutionnaire, mais aussi un dirigeant controversé dont les choix politiques et les ennemis auraient pu sceller son destin. Quels secrets enfouis dans les ruines du palais pourraient dévoiler la vérité? Ce mystère captivant mérite d'être exploré. Cincinnatus Lecomte est né le 29 septembre 1854 à Saint-Michel-de-la-Talaye. Il est un arrière-petit-fils de Jean-Jacques Dessalines. Son nom complet est Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus Lecomte. Son père, Cinna Lecomte, est mort après une tentative ratée de s'emparer du pouvoir. Capturé par les troupes de Nord-Alexis, alors commandant du département du Nord, il est exécuté par un peloton d'exécution. Cincinnatus Lecomte a 20 ans quand son père est exécuté. Il va être profondément marqué par cette disparition. Après cet événement tragique, il part en Allemagne faire des études d'ingénieur. Il retourne en Haïti après 6 ans d'études et devient chef du bureau de la douane du Cap-Haïtien. En 1880, il épouse Reine Joséphine Laroche, une femme divorcée, mère de 2 enfants. Cincinnatus Lecomte est devenu un ingénieur réputé de sa ville. C'est lui qui a d'ailleurs décroché le contrat pour la construction du pont Hippolyte et du Cap-Haïtien. À la même époque, il se lance aussi dans les affaires et devient un homme d'affaires très prospère. Encouragé par sa femme, Lecomte entre en politique et se fait élire député de Saint-Michel-de-la-Talaye en 1885. Mais le nouvel élu n'entend pas rester simple député. Il veut prendre le contrôle de la ville du Cap-Haïtien. En septembre 1885, il réunit quelques hommes et essaie de renverser par la force le commandant de l'arrondissement du Cap-Haïtien, qui n'est autre que le général Tirésias Simon-Sam, le futur président de la République d'Haïti. L'attaque échoue. Cincinnatus Lecomte et ses hommes se font allumer par le général et ils prennent la fuite. Lecomte se réfugie aux îles Turques. Fait très curieux, quand Tirésias Simon-Sam accède au pouvoir, il nomme Lecomte ministre de l'Agriculture et des Travaux publics. Il y a 2 façons de comprendre cette nomination surprise. Soit le nouveau président est fasciné par le culot et l'ambition de Lecomte, qui n'hésitait pas à le déloger de son poste, soit qu'il se dit « cet homme, malgré le fait qu'il ait pris les armes contre moi, c'est quand même un grand ingénieur des travaux publics, il doit être dans mon camp ». D'ailleurs, Lecomte va réaliser quelques travaux d'infrastructure. De son côté, Reine Joséphine Laroche, la femme de Lecomte, caresse le rêve de voir son mari accéder à la présidence. On raconte qu'en bonne chrétienne, elle fait tous les ans un long pèlerinage et des prières pour que s'accomplisse son vœu le plus cher, c'est-à-dire celui de voir son mari bien-aimé accéder à la présidence de la République. Le 15 mai 1902, elle sent que ses prières vont être exaucées. Empêtré dans une vaste corruption financière, le président Tirésias Simon-Sam est contraint de renoncer au pouvoir. L'Assemblée nationale s'apprête à élire le nouveau président de la République. Lecomte est en bonne place pour remporter le scrutin. Mais dehors, la révolution gronde. Anténor Firmin et l'ancien président Boiron-Canal prennent la tête d'une insurrection qui marche sur Port-au-Prince. Des affrontements éclatent même au sein de l'armée. Pris de panique, le président s'exile en Jamaïque. Cincinnatus Lecomte, qui était son ministre des Travaux publics, est lui aussi contraint à l'exil. Après la chute du pouvoir du président Tirésias Simon-Sam, s'ouvre à Port-au-Prince un grand procès pour corruption à l'encontre de son gouvernement. Lors de ce procès, connu sous le nom de procès de la consolidation, l'ancien président, plusieurs membres de sa famille
et quelques ministres seront condamnés. Cincinnatus Lecomte sera lui condamné par contumace pour enrichissement illicite. Mais il ne perd pas espoir et guette la moindre opportunité depuis son exil en Jamaïque. Quelques années plus tard, sous la présidence d'Antoine Simon, Lecomte revient au pays et s'engage aussitôt dans l'opposition au président Simon qui l'a amnistié et lui a permis d'entrer au pays. En 1911, il prend la tête d'une armée de rebelles Kako qui, parti de Ouanamet, rentre dans la capitale et renverse le président Antoine Simon. Son heure arrive désormais. Le 7 août 1911, Lecomte est élu à l'unanimité président de la République par les députés pour un mandat de 7 ans. Seulement 2 mois après son arrivée au pouvoir, les drames commencent dans sa vie. Sa femme, reine Joséphine Laroche, qui faisait des pèlerinages et des prières pour que son mari accède à la présidence, meurt subitement après un malaise. Mais cette mort subite ne passe pas. Les rumeurs d'assassinat s'amplifient. On raconte qu'elle a été empoisonnée. 1 an plus tard, l'impensable se produit. La nuit du 8 août 1912 semblait paisible. Port-au-Prince dormait sous un ciel étoilé, enveloppé dans le calme trompeur des heures tardives. Mais à 3 heures du matin, un rugissement assourdissant déchire l'obscurité. Un éclair aveuglant jaillit du palais national, illuminant toute la ville comme en plein jour, suivi d'une onde de choc qui fait trembler la terre. Les murs du palais national volent en éclats, projetant des blocs de pierre, des poutres en feu et des fragments de métal à des centaines de mètres. Le vacarme fut si puissant qu'il réveille même les habitants des quartiers éloignés qui accourent dans les rues terrifiés. Une immense lueur rouge teintait le ciel tandis que les flammes engloutissent ce qui restait du bâtiment. À l'intérieur, le chaos règne. Des cris étouffés par la fumée, des soldats désorientés cherchant une issue, des corps piégés sous les débris. La scène était apocalyptique. Dans les décombres calcinés, les secouristes retrouvent avec horreur les restes du président Cincinnatus Lecomte, recroquevillé près du petit corps sans vie de son petit-fils Maurice. Les rues sont silencieuses au petit matin, mais ce n'est pas un silence de paix. C'est celui du choc, de l'incompréhension et de l'effroi. Qui a causé cette destruction? L'ombre d'un crime planait sur la ville et avec elle une seule certitude. Rien ne serait plus jamais comme avant. Cet événement tragique a traumatisé les Haïtiens. Officiellement, on attribue l'explosion à un dépôt de poudre entassé de façon, on va dire, imprudente dans les caves du Palais national. Les autorités parlent vaguement d'un allumage accidentel de magasins de munitions. Ça, c'est la version officielle. Mais qui a déclenché l'explosion et pour quelles raisons? Mais d'autres sources plus indépendantes ou des témoignages directs parlent plutôt d'un assassinat politique qui aurait été maquillé en explosion. Selon cette version, l'explosion visait au départ à faire peur au président et le mettre en garde, mais cela a tourné au drame. Mais au fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte déclarait la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. On l'oublie parfois, Haïti a été aussi une terre d'immigration. Des Américains, des Juifs, des Cubains, des Syriens, des Allemands, des Français et même des Dominicains ont immigré en Haïti tout au long du XXe siècle. La plupart fuyaient l'oppression parce qu'Haïti était perçu à l'époque comme une terre de liberté. Fermons la parenthèse. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens
et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine. Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Mais aucune preuve n'établit de lien formel entre cette mort tragique du président et la communauté syrienne. La deuxième piste concernant un éventuel assassinat de Lecomte est l'opposition politique. L'un de ses alliés politiques, celui qui l'a aidé, on va dire, à accéder au pouvoir, était Villebron Guillaume Sam, qui avait trahi son propre oncle, le président Antoine Simon. Mais Guillaume Sam, on va dire, va rapidement se détourner de Lecomte. Il est soupçonné d'être impliqué dans le complot avec d'autres politiciens en vue de l'époque. Mais faute de preuves, cela n'ira pas au-delà du simple soupçon. Villebron Guillaume Sam était un personnage particulier qui a quand même pu accéder au pouvoir avant d'être lynché en pleine rue par le peuple. Je lui ai consacré une émission complète, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Toujours concernant les motifs politiques qui auraient pu être la cause de l'assassinat de Lecomte, il y a les chefs cacos, on va dire, qui avaient largement contribué à sa prise de pouvoir. Ces derniers manifestaient ouvertement leur mécontentement de n'avoir pas été récompensés. Comme le disait si bien l'historien George Covington, l'atmosphère politique restait chargée de nuages sombres. On ne parlait que de conspiration. On sentait qu'un coup fatal se préparait. Il faut savoir que Lecomte, qui avait été accusé dans le procès de la consolidation, avait voulu se refaire une santé en décidant de laver son honneur. Il avait entrepris pas mal de réformes et dissuadait de la manière la plus forte tout ce qui était tenté à piller les caisses de l'État. Et cela n'a pas plu à certains de ses proches qui voulaient s'enrichir. Donc, tous ces facteurs peuvent expliquer, on va dire en partie, ce crime éventuel. Maintenant, attaquons-nous aux deux hypothèses les moins crédibles, à mon avis, concernant un éventuel assassinat du président Lecomte. La première serait liée à une maîtresse qu'aurait eu le président en cachette et avec laquelle il aurait eu un fils. Voici ce qui se raconte à ce sujet. Le 7 août 1912, la veille du drame, le président reçoit un message de sa maîtresse lui demandant de venir voir son fils urgemment parce qu'il était malade. Cincinnatus Lecomte se rend immédiatement à Boisvernat chez sa maîtresse, ignorant qu'il s'agissait d'un complot impliquant plusieurs personnes, dont sa propre maîtresse et plusieurs responsables de sa sécurité personnelle. Le président est pris au piège. Arrivé chez son amante, une fusillade éclate. Le président est rapidement maîtrisé et immobilisé. Des gens armés le prennent en otage et exigent sa démission immédiate et proposent qu'il remette le pouvoir à un ministre qu'ils ont désigné eux-mêmes. Lecomte refuse, ses bourreaux qui seraient des mercenaires étrangers le torturent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après quoi, ils ont eu l'idée d'aller déposer le corps au Palais National et de faire sauter le bâtiment afin de faire croire à un accident. D'autres versions de cette même rumeur disent que ce sont les parents de sa maîtresse qui l'auraient assassiné parce qu'ils refuseraient de l'épouser. Donc, voilà, c'est encore moins crédible. Bon, cette histoire paraît rocambolesque parce qu'on ignore les motivations réelles de cette maîtresse qui aurait participé au crime. Voulait-elle se venger? A-t-elle reçu des menaces ou de l'argent? On raconte aussi que Lecomte a été assassiné pour sa proximité avec l'Allemagne au détriment de la France et des États-Unis. Le président menait une politique trop pro-allemande. Je ne dis pas que certains éléments
pris de façon isolée de cette histoire ne peuvent pas être vrais, mais l'histoire dans son ensemble n'est qu'une rumeur. Rien ne permet de l'étayer. Mais attention, il y a nuance. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas passé comme ça que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Quelqu'un qui se serait réveillé d'un coma aujourd'hui et à qui on aurait raconté comment on a assassiné un président chez lui sans qu'un de ses gardes du corps, sans qu'un de ses gardes tout court tire une seule balle, cette personne aurait cru tout simplement à une blague, à un canular. Et pourtant, ça s'est arrivé. La dernière hypothèse, et celle-là aussi moins crédible, concernant un éventuel assassinat de Cincinnatus Lecomte, serait le fait que le président était un farouche opposant au vaudou. Avant sa mort, soit le 15 mars 1912, il avait pris un arrêté pour officialiser une campagne anti-superstitieuse qui vise à persécuter les vaudouisants. Ça, c'est vrai. Il paraît que Lecomte était un fervent chrétien. D'ailleurs, avant d'entrer au Palais national, il aurait fait exorciser l'édifice ainsi qu'un temple construit par son prédécesseur, c'est-à-dire Antoine Simon, à l'intérieur même de la cour du Palais national pour y pratiquer des cérémonies vaudou. Donc, selon la rumeur, Lecomte serait victime d'un wanga, d'un maléfice par les vaudouisants qu'il persécutait. La mort de Lecomte a fait l'objet non seulement de rumeurs et de spéculations, elle a aussi fait l'objet de récits et de romans. Dans un chapitre de son livre « Tell My Horse, Voodoo and Life in Haiti and Jamaica », paru en 1938, l'écrivaine américaine Zora Neale Hurston raconte la mort spectaculaire et dramatique de Cincinnatus Lecomte. Elle utilise cet épisode historique pour explorer les dynamiques politiques, sociales et spirituelles de l'époque. L'explosion qui a détruit le Palais national et coûté la vie à Lecomte est décrite par Hurston comme un événement marquant à la fois par son impact réel et concret, mais aussi par le fait que c'est un événement chargé de symbolisme. L'écrivaine détaille l'événement de manière à mettre en lumière les croyances populaires entourant cette tragédie. Elle montre comment la mort de Lecomte a été enveloppée de mystères et de rumeurs et indique que les personnes qu'elle a interrogées en Haïti au sujet du drame disent toutes de façon unanime que la destruction du Palais national devait couvrir le fait que le président était déjà mort. Et elle pense qu'il y avait de nombreuses raisons invoquées pour présumer que Lecomte avait bel et bien été assassiné. Un autre ouvrage consacré à cette affaire est le livre de Michel Soucard intitulé « La dernière nuit de Lecomte », paru en 2013 aux éditions Mémoire d'Encrier. Mais il s'agit là d'un roman, une œuvre de fiction. À mon avis, Michel Soucard se cache derrière la fiction, probablement pour ne pas être accusé de colporter des rumeurs, et je le comprends, car dans cette histoire, même si, on va dire, on est convaincu qu'il s'agit d'un assassinat, il est difficile de le prouver. Dans son récit, Michel Soucard charge un journaliste du nom de Louis Boutus de mener l'enquête. Et c'est assez intéressant car on découvre dans ce livre, qui se veut être un roman, plus de faits historiques que de fiction. Les noms des protagonistes, les dates, les faits, tout concorde. Mais l'interprétation et l'explication des faits qui présentent un véritable imbroglio sont relatés sous le voile de la fiction, bien sûr. Dans cette affaire, tout le monde sait très bien qu'il s'agit d'un assassinat, mais faute d'éléments tangibles, on ne peut l'affirmer formellement. D'où, à mon sens, la raison pour laquelle l'historien Michel Soucard opte pour le roman. Alors, la mort du président Cincinnatus Lecomte, accident ou assassinat? On n'en sait rien au fond. À part l'intime conviction, aucune enquête indépendante n'a pu établir formellement la thèse de l'accident. Alors que, à contrario, le climat politique de l'époque, les luttes pour le pouvoir et certaines sources historiques laissent penser qu'il s'agit plutôt d'un assassinat politique. Mais faute de preuves, le mystère reste entier. Ce drame demeure un miroir des complexités de la société haïtienne du début du XXe siècle où les ambitions, les conflits
et les croyances s'entremêlent. Si l'histoire laisse planer le doute, elle témoigne aussi de l'instabilité politique de l'époque et du prix élevé que certains ont payé pour le pouvoir. Au final, le destin de Cincinnatus le Comte illustre à quel point les zones d'ombre de l'histoire d'Haïti continuent de fasciner et d'interroger.